ADA, location de voitures et de véhicules utilitaires. Votre programme avec Clésia, complémentaire santé, prévoyance et retraite. Et c'est l'heure du Grand Soir Éco avec Isabelle Gounin. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Julien. On commence avec l'info du jour. C'est vraiment le projet d'Hinkley Point. Cette annonce, Londres a finalement donné son feu vert au projet piloté et financé par EDF. Oui, c'est la fin d'un long feuilleton à rebondissement. Finalement, vous l'avez dit, le gouvernement britannique a autorisé la construction de 2 réacteurs nucléaires par EDF. Alors, il y aura quand même évidemment des conditions supplémentaires, on le sait. Il y a également l'entrée d'un nouveau partenaire, le chinois CGN. Au total, ce projet, il est évidemment très controversé parce qu'on se rappelle que le directeur financier d'EDF lui-même avait claqué la porte en mars dernier en disant que non, ce projet, il était trop dangereux justement pour EDF. Il remettait en cause sa sécurité financière, la santé financière du groupe. Et aujourd'hui, même la célèbre agence de notation Moody's met en garde contre le projet du fait, dit-elle, je cite, de son ampleur et de sa complexité. Hubert Coster revient sur ce chantier. 2 EPR construits par EDF en Grande-Bretagne. En acceptant finalement le projet, le gouvernement britannique l'a sorti d'exigences supplémentaires de sécurité. Pour toutes les infrastructures sensibles, nous voulons nous assurer que notre gouvernement dispose du même pouvoir que dans les autres pays et que nous puissions vérifier tout ce qui touche à la sécurité. Des exigences qui ne devraient pas bouleverser le contrat initial. Coût du projet, 21 milliards d'euros, les 2 tiers à la charge de l'électricien français, le reste financé par son partenaire chinois. Pour EDF, c'est un projet vraiment majeur, essentiel. Nous allons exporter 2 réacteurs vers un chantier en Grande-Bretagne qui va occuper des milliers de personnes pendant des années et des années. C'est donc une décision d'une ampleur tout à fait exceptionnelle. Pourtant, Hinkley Point est un chantier controversé au sein même d'EDF. En mars dernier, c'est le directeur financier lui-même qui démissionnait avec fracas, jugeant le projet beaucoup trop onéreux. Car l'électricien français est dans une situation financière fragile et le groupe doit déjà investir 50 milliards d'euros dans la réfection de ses centrales françaises. De plus, les EPR en construction en Finlande et en France multiplient les retards et les surcoûts. Si le calendrier d'Hinkley Point est respecté, le premier réacteur entrera en service fin 2025. L'actualité sociale maintenant Isabelle, les manifestations contre la loi travail ont repris aujourd'hui. Oui, des mots d'ordre différents et beaucoup de monde dans la rue, dans toute la France. 170 000 personnes au total selon les manifestants, 78 000 selon la police et une certitude, des débordements dans les cortèges. Un CRS a même été brûlé à la jambe. C'était la 14e manifestation contre la loi travail. On écoute les principaux leaders syndicaux qui reviennent justement sur leurs revendications. La loi, elle est rejetée par une majorité des Français, par une majorité des syndicats, et elle n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas été votée. Donc c'est une loi où il y a beaucoup de monde qui est contre. Donc on peut continuer à peser. Quand les salariés, on va leur expliquer que leurs heures supplémentaires ne sont plus payées à 25%, mais à 10% ou pas du tout, je pense que ça va aussi réagir dans les entreprises. Donc on a beaucoup de champs d'intervention et on va tous les utiliser. Cette loi travail, on en demande l'abrogation, en tous les cas, au moins les 4-5 points les plus durs. Je pense au référendum, je pense à l'inversion de la hiérarchie des normes, aux critères de licenciement économique notamment. Donc aujourd'hui, on a marqué ce rendez-vous. Je rappelle que la semaine dernière, on a fait un meeting commun également. Ça veut dire que la bagarre va continuer, même si elle va prendre d'autres formes. On ne peut pas manifester comme ça pendant un an, toutes les semaines. Et d'autres formes, ça veut dire quoi? C'est à la fois des recours juridiques, et puis on fera encore des opérations ici ou là. Voilà, on va s'organiser. Et puis on manifestait également à Belfort aujourd'hui contre le projet de transfert de l'usine d'Alstom dans le Bas-Rhin. Il y avait là environ 1 millier de personnes. Un rapport de la Cour des comptes, maintenant, c'est toujours évidemment très critique et cette fois, les magistrats se sont penchés sur le cas de l'Opéra de Paris. Il y avait visiblement beaucoup de choses à dire. Oui, les largesses de l'Opéra de Paris sont pointées du doigt par ce rapport de la Cour des comptes. Les frais de déplacement, notamment, se seraient envolés. Ça nous rappelle évidemment un autre dossier, celui de Agnès Salle, la patronne de l'INA et du Centre Pompidou. C'est Thomas Destel qui revient sur ces chiffres. Plus de 93 000 € de notes de taxi en 2014 pour l'Opéra de Paris. Une dépense importante pour l'organisme qui regroupe l'Opéra Garnier et celui de la Bastille. Motif aggravant, ces frais de déplacement ne concernent qu'une dizaine de cadres haut placés. L'un des dirigeants les plus dépensiers disposait pourtant d'un véhicule avec chauffeur.
Une facture jugée élevée par la Cour des comptes. La direction se défend, estimant avoir tiré les conséquences il y a 2 ans et depuis avoir serré la vis. Une polémique de plus dans le monde de la culture comme celle qu'avait connue Agnès Saal. Elle avait dû démissionner de son poste de direction de l'INA en 2015 après avoir eu plus de 40 000 € de notes de taxi en une année. Et c'est l'heure maintenant de la question de l'écho avec Nicolas Boudot. Nicolas, associé au cabinet Tilder, qui est avec nous chaque semaine pour nous donner les résultats du sondage réalisé en partenariat avec LCI Opinionway autour de questions d'actualité économique. 2 questions comme chaque fois. D'abord, l'industrie peut-elle se développer dans les années à venir en France ? Eh bien, les Français, sur ce point, Nicolas, sont beaucoup plus optimistes que la plupart des économistes. Mais oui, c'est un vent d'optimisme qui pousse l'industrie française à un moment où la crise d'Alstom occupe l'actualité. Franchement, on peut dire que les Français sont gaulliens sur ce coup. Ils se disent que l'État, franchement, peut soutenir l'industrie et qu'à ce titre, l'industrie française a un avenir. Puis ils se disent autre chose, les Français. Ils se disent, il y a certes la métallurgie, il y a la sidérurgie, cette vieille industrie qui est peut-être en train de disparaître, mais la France, elle est en pointe sur les nouvelles technologies, la biotechnologie, la technologie médicale, la nanotechnologie. Et là, ils se disent, voilà, on a probablement un avenir là, peut-être qu'avec le soutien de l'État, ça aidera. Donc un petit vent d'optimisme malgré des Cassandres ou même un ancien Premier ministre, je pense à Lionel Jospin, qui avait prophétisé, même considéré que l'industrie française allait disparaître, remplacée par une société de services. Il avait eu raison, on a vu un certain nombre d'usines disparaître, mais les Français ne veulent pas y croire. Et puis, voilà, petit vent d'optimisme quand même, on a envie de considérer que la France a encore un avenir industriel avec ces nouvelles technologies. Seconde question, toujours à propos de ce dossier Alstom, parce que c'était vraiment la grosse actualité économique de la semaine. Vous avez demandé aux Français s'ils considéraient que l'intervention du gouvernement pour empêcher la fermeture d'Alstom, elle répondait à des raisons politiques ou bien économiques. Voici les résultats, des raisons politique, mais c'est un lapsus révélateur, à pratiquement 60%. Là, il n'y a vraiment pas photo. Des raisons économiques, 10% seulement. Les Français ne sont pas dupes non plus. Ils ont bien compris que l'empressement de l'exécutif à défendre le maintien coûte que coûte de l'usine Alstom à Belfort répondait à un impératif politique. L'impératif politique, ce sont les élections présidentielles à venir. Il y a un bilan à défendre et ça ferait tâche pour un président de la République qui va peut-être se représenter, d'avoir une usine qui ferme à cet endroit-là. Et puis, franchement, ce sera un bon indicateur, l'usine d'Alstom et son suivi. On sait que le gouvernement a annoncé pendant quelques jours sa survie ou pas, sur la base de commandes publiques ou pas, on ne sait pas très bien, mais ça va être un bon indicateur pour les dirigeants d'entreprise qui ont peut-être des mauvaises nouvelles à nous annoncer. Peut-être que si l'État vient au secours d'Alstom d'une façon ou d'une autre, ils auront envie C'est le moment d'annoncer des fermetures de sites. Au bureau de Michel Sapin à Bercy pour essayer d'obtenir une aide quelconque pour faire en sorte de durer un peu plus longtemps, voire même de se sauver. Absolument. Merci beaucoup Nicolas Boudot. On vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres questions de l'écho. Merci Isabelle. On retrouve maintenant l'invité du Grand Soir Écho. La crise financière est-elle vraiment derrière nous ?